Il existe de l'argent nouveau, de l'argent ancien, et puis il y a les Pays-Bas. Les Néerlandais ont sans doute été les premiers à adopter les systèmes économiques modernes tels qu'ils existent aujourd'hui. Ils ont été les premiers pionniers du commerce international, des entreprises, du financement de ces entreprises et du surfinancement jusqu'à ce que la situation se transforme en bulle spéculative. Qu'il s'agisse d'une caractéristique ou d'un défaut de nos économies, il y a de fortes chances que les Pays-Bas y aient été confrontés au cours de leur longue histoire, et c'est une économie qui a clairement tiré les leçons de ses victoires et de ses échecs. Aujourd'hui, les Pays-Bas sont l'un des pays les plus productifs au monde par habitant, dépassés seulement par des exceptions comme les États-Unis et une sélection de petits pays riches en ressources ou favorables aux entreprises comme Singapour, la Norvège et la Suisse. Cette productivité s'est traduite par une véritable qualité de vie pour les citoyens néerlandais. Le niveau de développement humain est l'un des plus élevés au monde et le pays est capable de faire certains compromis économiques en privilégiant le niveau de vie plutôt que l'efficacité économique pure et simple. Le pays a le taux de travailleurs à temps partiel le plus élevé de l'OCDE, et ce de loin, grâce à une culture et à des lois qui favorisent la qualité de vie dans son ensemble plutôt que les chiffres de production. Le pays dispose également de nombreuses ressources naturelles, dont 25% du gaz naturel de l'UE, qu'il a décidé de ne pas extraire en raison d'une combinaison de problèmes environnementaux causés par l'industrie. Le pays a été le berceau de la malédiction des ressources, à tel point qu'on l'appelle littéralement la maladie hollandaise, et il a donc appris à ses dépens à ne pas devenir trop dépendant d'une seule industrie. Malgré tout, renoncer aux centaines de milliards de dollars de recettes que ces ressources pourraient rapporter au pays, à un moment où le reste de l'Europe est désespérément à la recherche d'énergie, est une décision qui ne pourrait être prise que par une économie vraiment unique. Alors, comment les Pays-Bas sont-ils devenus ce qu'ils sont aujourd'hui ? Pourquoi les Pays-Bas font-ils les choses si différemment des autres économies riches ? Et enfin, le modèle néerlandais devrait-il être adopté par d'autres grandes économies ? Une fois que nous aurons répondu à toutes ces questions, nous pourrons placer l'une des économies les plus uniques au monde sur le tableau de classement de l'économie expliquée. Les Pays-Bas ont été la première économie à faire beaucoup de choses, mais ce que l'on oublie souvent dans leur histoire mouvementée, c'est qu'ils ont été l'un des premiers pays au monde, si ce n'est le premier, à tirer véritablement parti de l'immigration qualifiée. Après avoir revendiqué son indépendance, elle est devenue un refuge pour les commerçants protestants qui fuyaient les persécutions en France. Cette communauté a contribué à développer ce qui a été la spécialité de l'économie néerlandaise au cours des siècles, à savoir le commerce. Au XVIIe siècle, les Pays-Bas étaient le plus grand empire commercial du monde, et sa classe marchande partageait presque autant de richesses et de pouvoir que sa noblesse, même si, pour être juste, il s'agissait souvent des mêmes personnes. Malgré cela, l'État a été le premier à introduire des systèmes étonnamment modernes, tels que les bourses, où les gens pouvaient acheter des actions des industries productives du pays et participer à leur prospérité. Cela a permis aux gens d'améliorer leur situation, ce qui les a incités à innover dans leurs propres entreprises. Mais cela a également permis de financer des opérations beaucoup plus importantes, notamment les compagnies néerlandaises des Indes orientales et occidentales, qui exploitaient des milliers de navires, disposaient de leur propre armée et menaient des opérations brutales pour récolter les richesses de leurs colonies. Tim Blanning, l'un des plus grands spécialistes de l'histoire économique européenne, estime qu'à son apogée, la flotte marchande néerlandaise avait une capacité de 568 000 tonnes, ce qui représentait environ la moitié de la capacité de transport maritime de l'Europe à l'époque. La domination de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, et surtout de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, a conduit de nombreuses personnes à affirmer qu'il s'agissait des entreprises les plus rentables de tous les temps, devançant même des géants modernes tels qu'Apple et Microsoft. Personnellement, je déteste cette affirmation. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales a sans doute été la première multinationale, et elle était incroyablement puissante à son époque, mais la richesse de cette période était nulle comparée à celle du monde d'aujourd'hui. La capacité collective de tous les navires de la flotte marchande néerlandaise remplirait environ 3 grands porte-containers aujourd'hui, et la flotte marchande moderne compte des milliers de ces navires. Une valeur de 7 000 milliards de dollars en monnaie d'aujourd'hui est souvent évoquée en utilisant des ajustements d'inflation douteux, mais à l'époque, l'économie mondiale avait un PIB collectif d'environ 600 milliards de dollars, encore une fois en tenant compte de l'évolution du pouvoir d'achat au fil du temps. Si cela était vrai, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales aurait une capitalisation boursière plus de 7 fois supérieure à la production mondiale. Et bien que la capitalisation boursière et la production économique mesurent deux choses différentes, ce serait comme si Apple avait aujourd'hui une capitalisation boursière de 700 000 milliards de dollars, ce qui n'est pas très réaliste.
Pour aggraver les choses, même si nous voulions ignorer les complexités de l'ajustement des florins du début du XVIIIe siècle au dollar du XXIe siècle, à peu près à la même époque, la Mississippi Company avait plus d'actions négociées à un prix plus élevé. Ainsi, même à l'époque, elle n'était pas la société la plus précieuse en termes de capitalisation boursière, qui consiste simplement à multiplier la valeur de marché des actions de la société par le nombre total d'actions en circulation. La Mississippi Company était un peu une escroquerie. En termes d'envergure opérationnelle, la vie aussi était bien plus dominante pour l'époque. Mais encore une fois, cette période de l'histoire n'avait rien à voir avec la richesse du monde d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, une grande partie de ces enseignements précoces ont été appliqués jusqu'à nos jours. Au XIXe siècle, à la suite d'une occupation par la France, le pays s'est réformé en royaume des Pays-Bas, qui comprend également Curaçao, Aruba, Saint-Martin et inclut la Belgique jusqu'à ce que celle-ci revendique son indépendance quelques années plus tard. À cette époque, le pays n'avait plus que l'ombre de son influence passée. Il ne s'industrialisait pas aussi rapidement que les autres puissances européennes et son commerce international avait été massivement dépassé par l'Empire britannique. Pour couronner le tout, même la Belgique, l'État sécessionniste, a commencé à le dépasser en termes de puissance industrielle pendant la majeure partie du XIXe siècle. Mais le pays a redressé la barre en faisant ce qu'il faisait le mieux et en créant un système combinant un environnement favorable à l'industrie privée, le commerce international et la technologie mécanique moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays a également eu la chance de trouver d'importantes réserves de gaz naturel pour répondre aux besoins énergétiques d'une Europe occidentale en plein développement. Mais bien sûr, il s'agissait d'une bénédiction déguisée. Nous avons déjà abordé la question du syndrome hollandais à de nombreuses reprises sur cette chaîne, mais nous n'avons jamais exploré son homonyme. En 1959, les Pays-Bas ont découvert un immense gisement de gaz dans le nord du pays, ce qui en a fait un fournisseur d'énergie très compétitif en raison de sa proximité avec l'Europe et de sa capacité à commercialiser cette énergie à l'échelle mondiale. Pour faire court, la découverte d'une ressource naturelle devrait être une bonne chose pour une économie, car elle lui donne une source de revenus qu'elle peut utiliser pour améliorer la vie de ses citoyens. Mais elle peut aussi faire grimper la valeur de la monnaie de l'économie, ce qui rend les autres industries non compétitives sur les marchés d'exportation. Elle rend également les importations comparativement moins chères, ce qui signifie que les gens dépensent plus d'argent à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Une industrie dominante et très rentable, comme celle des ressources naturelles, absorbe souvent les investissements dans l'économie. Car pourquoi les investisseurs placeraient-ils leur argent dans une nouvelle industrie risquée au rendement incertain, alors qu'ils pourraient simplement investir dans l'extraction de ressources naturelles au rendement bien plus prévisible ? Par-dessus tout, une économie trop dépendante d'une seule industrie la rend également très instable. Car si cette industrie connaît des temps difficiles, c'est toute l'économie qui s'en trouvera affectée. Curieusement, la maladie hollandaise n'a pas été aussi grave pour les Néerlandais que pour beaucoup d'autres pays, parce qu'ils avaient l'avantage d'être un pays relativement riche. L'un des meilleurs moyens de lutter contre les effets du syndrome hollandais est de taxer les revenus à court terme de l'industrie et de les utiliser pour investir à long terme dans le développement d'autres industries ou dans la création d'un fonds à long terme pour injecter lentement les revenus dans l'économie. C'est finalement ce qu'ont fait les Pays-Bas, mais cette stratégie est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre politiquement dans un pays plus pauvre, où les gens pourraient réellement voir une amélioration significative de leur qualité de vie en utilisant ces revenus dès qu'ils sont disponibles. Aujourd'hui, le pays est redevenu une puissance économique grâce à un éventail diversifié d'industries à forte valeur ajoutée qui tirent parti de l'économie mondiale plutôt que de l'économie nationale. Le pays reste très accueillant pour les entreprises internationales et constitue une plaque tournante populaire pour les entreprises internationales qui l'utilisent comme base d'opération au sein de l'Union européenne. Les efforts déployés par le pays pour attirer les entreprises internationales ont été si généreux qu'ils lui ont parfois valu quelques ennuis, car il commençait à se comporter comme un paradis fiscal au sein de l'UE. Mais même en dehors des codes fiscaux laxistes, les Pays-Bas se sont imposés comme un pays où il est très facile d'implanter un bureau à l'étranger. Il dispose d'un grand nombre de travailleurs hautement qualifiés grâce à des investissements importants dans l'éducation, d'un système juridique incroyablement solide et d'une grande diversité de langues parlées à l'origine, en plus du néerlandais. Cela peut sembler anodin, mais cela permet aux entreprises internationales essentiellement anglophones de travailler facilement avec les multiples marchés majeurs de l'Europe à partir d'un point central pratique. Même Airbus, une entreprise européenne dont le siège opérationnel se trouve en France, a son siège légal aux Pays-Bas, parce que cela facilite certaines opérations.
Aujourd'hui, il existe des économies favorables aux entreprises partout dans le monde, et avec le développement du commerce international et de la finance, la concurrence est plus forte que jamais pour l'obtention de ces dollars internationaux. Mais ce qui rend les Pays-Bas si intéressants, c'est la façon dont ils ont su concilier cet environnement favorable aux entreprises avec une culture remarquablement égalitaire qui offre de nombreuses libertés à ses habitants. Les Pays-Bas se distinguent par le nombre de personnes qui travaillent à temps partiel plutôt qu'à temps plein, car le gouvernement a adopté des lois qui permettent aux travailleurs de demander cet arrangement à leur employeur sans encourir de conséquences. Avoir beaucoup de travailleurs à temps partiel peut sembler agréable, mais si ces travailleurs ne sont pas à temps partiel par choix, il n'y a probablement pas lieu de s'en réjouir. Heureusement, aux Pays-Bas, la plupart des rapports indiquent que la majorité de ces travailleurs à temps partiel le font parce qu'ils souhaitent disposer de plus de temps pour s'occuper de leur famille ou d'autres engagements, ou simplement parce qu'ils n'ont pas envie de travailler autant. Les économistes du monde entier s'intéressent depuis un certain temps à cette bizarrerie de l'économie néerlandaise, car elle pourrait constituer une solution à bon nombre des problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés dans nos propres économies. La majorité de la main-d'œuvre à temps partiel est composée de femmes, et les lois qui rendent le travail à temps partiel si populaire aux Pays-Bas sont en grande partie motivées par l'espoir de faire travailler des personnes qui ne le feraient pas autrement et d'encourager davantage de personnes qui travaillent à fonder une famille. En ce qui concerne le premier point, le succès est au rendez-vous. Les Pays-Bas ont un taux de participation au marché du travail plus élevé que celui des Américains, qui sont des bourreaux de travail, et ce, en dépit du fait que le pays dispose d'un filet de sécurité sociale beaucoup plus généreux. La popularité du travail à temps partiel signifie également que les gens travaillent jusqu'à ce qu'ils soient plus âgés, ce qui atténue une grande partie des problèmes liés au vieillissement de la population. Pour ce qui est d'encourager les gens à fonder une famille, les Pays-Bas, comme la plupart des économies avancées, sont encore bien en dessous du taux de remplacement des nouvelles naissances et à peu près en ligne avec la plupart de leurs pairs européens, de sorte que cela n'a pas eu trop d'impact ici. Toutefois, si et quand les pressions exercées par l'automatisation et l'IA commencent à avoir un impact sur la main-d'œuvre, le modèle néerlandais pourrait constituer une excellente étude de cas dont il faudrait s'inspirer, car au lieu que certaines personnes perdent complètement leur emploi, une économie en cours d'automatisation fonctionnerait probablement beaucoup mieux si la plupart des gens travaillaient simplement moins. Il y a bien sûr un autre avantage. Le fait de ne pas travailler autant est un véritable luxe économique en soi, et cela a montré qu'un pays peut rester très compétitif sans surmener sa population. Cela étant dit, il est toujours agréable de regarder les économies très avancées qui ont le luxe de faire des compromis, comme laisser les gens travailler à temps partiel ou renoncer aux revenus des ressources naturelles. Mais les Pays-Bas peuvent le faire parce qu'ils sont déjà riches, qu'ils ont eu des siècles pour construire l'infrastructure physique, l'infrastructure financière et l'infrastructure institutionnelle qui ont fait leur succès aujourd'hui. Sans parler d'un rapport appréciable de liquidité provenant des ressources naturelles juste avant l'une des périodes économiques les plus prospères de l'histoire, et d'une position géographique qui en fait une nation commerçante idéale. L'économie néerlandaise fonctionne différemment, mais c'est un peu comme la différence entre une personne riche et une personne pauvre qui fait des choses inhabituelles. Si la personne riche le fait, elle est excentrique, et si la personne pauvre le fait, elle est tout simplement folle. Copier et coller le modèle néerlandais sur d'autres économies ne fonctionnera peut-être pas, mais en fin de compte, même si le pays a eu beaucoup de chance, il a su capitaliser sur cette chance pour construire une économie qui fonctionne, et une économie qui fonctionne pour ses habitants. Il est maintenant temps de placer les Pays-Bas dans le classement national d'économie expliquée. En commençant, comme toujours, par la taille. Les Pays-Bas sont un pays très productif, mais relativement petit en termes de superficie et de population. Malgré cela, avec un PIB de plus de 1,1 trillion de dollars, c'est la 17e économie mondiale, juste derrière l'Indonésie qui a adopté une approche économique très différente pour y parvenir. Les Néerlandais obtiennent un 8 sur 10. Cette production est réalisée par une très petite population d'un peu moins de 18 millions d'habitants, ce qui signifie que le pays a un PIB par habitant de 63 750 dollars. Cela en fait l'un des pays les plus productifs du monde, mais il reste en deçà des véritables valeurs aberrantes, ce qui lui vaut un 9 sur 10. La stabilité et la confiance sont très élevées. La stabilité institutionnelle du pays, qui pratique l'économie moderne depuis plus longtemps que n'importe qui d'autre, fait partie de ce qui rend le pays si attrayant en tant que destination d'affaires, au lieu du tourisme et plaque tournante du commerce.
L'appartenance à l'Union européenne est à la fois une bénédiction et une malédiction à bien des égards, mais cela signifie que le pays dispose d'un certain filet de sécurité et qu'il utilise la deuxième monnaie la plus reconnue au monde. Les Pays-Bas obtiennent une note de 10 sur 10. La croissance a été faible, les Pays-Bas n'ont pas été épargnés par la crise de la zone euro et le ralentissement général de l'activité qui en a découlé. La tendance est de nouveau à la hausse, mais au cours de la dernière décennie, le pays a à peine atteint un taux de croissance annualisé de 1%, ce qui lui vaut un 3 sur 10. Enfin, l'industrie, le pays a très bien diversifié son économie. Même s'il décide de fermer complètement son industrie du gaz naturel, il lui reste le tourisme, la finance, le commerce et même une agriculture étonnamment productive, autant d'industries bien plus stables et porteuses de valeur ajoutée. Les Pays-Bas obtiennent une note de 8 sur 10 et ne perdent des points que parce que leur taille réduite ne leur permet pas d'avoir beaucoup d'entreprises mondiales ou d'industries de premier plan. Au total, les Pays-Bas obtiennent une note moyenne de 7,6 sur 10, ce qui les place en tête du classement. Nous avons beaucoup parlé de la dynamique du transport maritime dans cette vidéo, parce qu'elle a clairement fait partie intégrante des succès des Pays-Bas au cours des 5 derniers siècles. Mais nous avons réalisé une vidéo complète sur la dynamique du transport maritime mondial aujourd'hui, que vous devriez pouvoir visionner en cliquant sur votre écran. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!